et qui a fini par virer, un jour je lis The Bad Boy Who Dances on Graves, Oui, j'ai le vu mauvais ça. garçon qui danse sur les tombes. Et cette histoire, elle se vendait très bien. Elle était très belle, Et je même, j'ai lu circulais quelque partout. part que c'était pendant un moment votre nickname, votre... Oui, mais je n'ai jamais accepté ça. Moi, Oui, j'en voulais pas de cette oui. histoire. Je voulais vous poser cette question. Est-ce que pour vous, ça vous faisait plaisir ou bien au contraire Bah, dans un de premier temps, dire tu es jeune, Bernard Roure et c'est le bad tu boy? surfes la bague après 16 avortements. Je parlais des avortements tout à l'heure. Et puis tout d'un coup, tu enfantes de bébés miracles. Et donc, du coup, évidemment, ça te monte à la tête. Mais un jour, tu commences à comprendre qu'on est en train de créer un personnage que tu n'es pas vraiment. Ah, Et pour vous, vous n'êtes pas ce personnage. non, non, c'est plus complexe que ça. D'accord. Je ne suis pas un architecte de la guerre. Au contraire, ces projets-là, les trois, parce Oui, on parle on de parle... divertissement, étaient des projets, en fait, où je ne suis pas cynique. Moi, je n'étais pas du tout, c'était pas des projets morbides, c'était des projets D'accord. aussi de joie, de survie. Euh, bon, j'avais tout un autre regard sur ça. Tout d'un coup, je me rends compte que, bon, il y avait on véhiculait une histoire morbide parce que ça fonctionnait très Oui, bien, parce parce que que c'est... l'exotisme de la guerre et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut pas s'arrêter là. Donc, je commence à me poser des questions et j'arrête. Et je refuse les commandes de divertissement après ça. Vous avez plus fait du tout. J'ai plus fait de divertissement. J'ai même appelé à faire un énorme projet à Berlin sur un lieu qui avait beaucoup Le symbole. d'importance historique. J'ai pas cru. Et ça venait de ça. C'est-à-dire Ouais, que même les Allemands me ouais. sautent dessus. Une des plus vieilles distilleries de bière berlinoises, 21 bâtiments, un complexe industriel énorme. Et je me retrouve à 30 ans en train de mener un truc qui me dépassait sur un territoire que je connaissais pas, donc Ouais. j'étais très maladroit. Mais parce que on voulait cette recette une fois de plus La là-bas. recette magique. Parce qu'à Berlin, ça pouvait marcher aussi, tu vois, Berlin, Ouais. on est en 99-2000, je suis tout jeune, j'ai aucune expérience, je me suis totalement planté. Évidemment, j'ai fait plein d'erreurs, mais Comment vous vous êtes planté? bah, je ne connaissais pas le territoire. Ouais. Tu peux pas exporter les mêmes recettes, tu Donc, vois. qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, je me suis fait lyncher la commission des monuments historiques, lors de parce que tu dois défendre tes projets, tu Oui, as bien sûr. toutes sortes de commissions qui viennent parce que ils sont très sérieux par rapport à des histoires, les Allemands. Oui, c'est Et encore, il y critique. a des traumas terribles et c'est un site aussi plein de traces et de choses qui remontaient à la Deuxième Guerre. Euh, C'était un champ de tir SS dans les sous-sols. Il y a eu ensuite, par la suite, dans la période communiste, c'était un des jours les plus importants a été tiré sur place. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec ce projet? Ben, on a fait un premier projet où je me suis fait lyncher. Évidemment, je connaissais pas le territoire, j'étais très jeune, j'étais pas très mûr. J'ai renégocié un deuxième par la suite qui est passé. Évidemment, quand on commence avec un truc qui est totalement Ouais, ingobable, le deuxième finit par passer, mais avec recul, je me dis c'est incroyable qu'il s'est fait passer le deuxième parce que, ouais. mais vu que le premier était tellement radical, la pilule passe la deuxième fois, mais entre-temps, 2 ans ont passé, et là, on est déjà en 2000-2001, et là, on se tape en fait une crise immobilière et Ouais. bancaire et financière qui fait que les choses ont été extrêmement retardées. Donc, la partie de réhabilitation, parce qu'on réhabilitait des bâtiments, mais on construisait d'autres. Donc, il y a une partie qui a été faite au fur et à mesure, mais il n'y a pas eu de financement pour la suite, et ça, petit à petit, le projet est mort. Parce que vous avez parlé des 16 avortements, comme Ouais. vous dites. Euh, Combien c'est difficile de continuer? Est-ce qu'il n'y a pas de doute quand on voit qu'on a plusieurs projets? Je vous Ah pose si. cette question pour les jeunes qui vous écoutent, qui ont plein de doutes, qui essayent dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine d'architecture, qui essayent de faire des projets, d'avancer et qui ont un Ben, refus. je vais te faire un aveu, en fait, une chose dont je ne parle pas beaucoup d'habitude. Moi, je dis 93, 98, je parle de 5 ans d'avortement. En Ouais, réalité, c'est 93, 96 et demi. Au bout de 3 ans et demi, alors que j'étais revenu des États-Unis, bardé de diplômes des meilleures ouais, écoles, en principe, j'avais tout pour moi. Un père qui avait sa place, une industrie qui tournait encore. tout pour réussir. J'avais tout pour réussir. Et au bout de 3 ans et demi, je me rends compte que je ne suis pas indépendant financièrement, que ça ne va pas du tout, que je ne construis pas. Et qu'en fait, tout ce que j'ai appris à l'école et le super-héros que je croyais être à l'école
n'est qu'un imbécile, en fait, qui n'a rien compris, que Beyrouth est beaucoup plus complexe et beaucoup plus violente Ouais. que ce que j'avais, que toutes mes postures théoriques et prétentieuses que j'aurais pu avoir dans mon cocon académique. C'était très violent. Ouais. Et je décide en 96, du jour au lendemain, d'arrêter. Et en fait, dans mon CV, en fait, dans ma vie, il y a 1 an de flottement libre où personne ne sait ce que j'ai fait. Je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pendant? J'ai foutu le camp. Vous avez quitté le J'ai Liban. quitté le Liban et je voulais plus faire d'architecture, c'était fini. Et vous, J'étais à bout. Ouais. J'étais sur les... Et donc, je suis parti me réinstaller à New York avec un projet qui était très prétentieux, dont j'avais pas les moyens. Mais bon, je faisais tout pour me donner les excuses de partir et de recommencer autre part, et de Ouais. repartir vers l'Amérique qui m'avait souri. Et voilà, donc j'ai passé 1 an à New York et je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de devenir citoyen, d'intégrer en fait, tu vois, un environnement... À ce moment, vous avez dit, je veux devenir... J'ai un incident personnel en fait qui m'a ramené à Beyrouth pour une courte durée en 97, 98, donc 1 an et quelques après, où je devais revenir temporairement pour des raisons personnelles. D'accord. Et c'est là que la question du B018 s'est posée sur un coup de tête. Et je crois que je me suis accroché parce que je ne voulais pas accepter La défaite. que les 3 années qui étaient passées étaient de la défaite. Donc je me suis dit, je fais ce projet, je ferme une page et je repars aux États-Unis. Je fais ce projet juste pour dire que j'ai quand même fait quelque chose. Ces 3 années que j'avais passées ici auraient servi à quelque chose. Ouais. En fait, je fais ce projet, je le livre. Le soir de l'ouverture, je donne les clés, en fait, à Naji qui a piloté. Et je repars à New York, parce que j'avais encore mon appart, mes affaires. Je repars retrouver mes copains, j'avais des photos de 35 mm, on n'était pas encore digital, donc je développe les premières photos là-bas. Ouais. Je n'avais pas encore pris le projet en photo. Je montre ça aux gens, enfin, avec mon entourage là-bas, les mecs me disent, mais qu'est-ce que tu viens foutre à New York? Ils étaient sur le cul. Ouais, ouais. Moi, je me rendais pas compte, parce que j'avais passé 6 mois à construire ce Et parce truc. qu'on n'y croit plus à un moment. Non, mais je me suis engagé, j'ai construit très vite, ça a duré 6 mois. 6 Ouais. mois de chantier, j'étais tous les jours. J'ai construit de mes propres mains. Il n'y avait pas d'entreprise. J'étais la nuit au bureau, le jour, là-bas. J'ai vu personne, je n'ai fait que ça. Avec un acharnement de folie. Ouais. Je termine, je donne les clés, ils ouvrent, je suis dans l'avion et je m'en vais. Pour aller récupérer les morceaux aux US. Et là, quand je montre ça à mon entourage là-bas, ils disent, qu'est-ce que tu viens foutre aux États-Unis? Repars. Je suis reparti à Beyrouth et là, bon, l'acharnement médiatique a commencé très très vite. Et je me suis rendu compte que je n'avais rien à foutre en fait, ni à New York, ni à Paris, ni autre part. Que j'avais beaucoup plus à faire dans un territoire malade peut-être, en besoin peut-être de... Si l'architecture est un acte politique, je croyais que j'étais convaincu que c'était à Beyrouth qu'il fallait la pratiquer et pas, Vous savez, pas dans le confort d'un environnement social plus, on va dire, plus paisible. Vous savez, il y a une phrase qui est un peu cliché parce que tout le monde l'utilise, mais que j'ai tenue le jour où j'ai eu mon fils. Je lui ai commandé un papier peint et j'ai inscrit cette phrase. C'est la phrase de Winston Churchill. C'est que le succès consiste à passer d'un échec à un échec sans perdre l'enthousiasme. Ouais. Et votre histoire me rappelle cette phrase et j'ai tenu à la mettre à mon fils parce que toutes les personnes qui ont vraiment réussi sont des personnes qui ont passé d'échec en échec. Et je pense que beaucoup de gens ont arrêté au moment de l'échec et c'est peut-être pour cela qu'ils n'ont pas pu continuer ou bien atteindre leurs rêves. De faire un autre, aussi une sorte de constat que j'ai dernièrement. Bon, je ne suis plus le jeune de la vingtaine, 25 ans, qui est l'âge que j'avais lors de mon retour à Beyrouth, donc au début des années 90. Mais on a vécu une période euphorique, on va dire, sur le plan financier, économique, qui n'était pas très raisonnable durant les années 2000, et surtout dans mon domaine, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de construction. Oui, ce qu'il n'y a plus, ce qui n'existe plus. Et on s'est retrouvé parfois surchargé de travail. Moi, je n'ai jamais pu maîtriser plus de 20-25 personnes. C'est-à-dire que j'ai volontairement conservé une échelle
que je pouvais maîtriser. J'ai toujours voulu avoir un atelier qui a une échelle relativement petite, un studio. Donc, je n'ai jamais pu produire avec plus de 20-25 personnes autour de moi. Au-delà de ça, je ne sais plus. Oui. Je ne sais pas travailler. Parce que je travaille encore à l'ancienne, je suis un artisan et je suis très content comme ça. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une grosse machine avec 200, 300 Quand vous dites je combattants. suis un artisan, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire que je pratique mon métier avec beaucoup d'engagement. Je suis très présent tout au long du processus. C'est pas que je délègue pas, mais je reste très présent, mais sur tous les niveaux de production. Et je ne suis pas de ceux qui croient qu'il y a des recettes qu'on élabore et ensuite on apprend ça à des seconds qui vont les perpétuer sans regarder. Ça produit, ça fait des très grands bureaux qui fonctionnent très bien, qui font des choses très bien, mais ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire ça. Moi, je suis obsédé de la spécificité. C'est-à-dire que j'espère que chaque projet sera une situation différente et me mènera à une histoire différente, à développer une narrative et des positions différentes et à apprendre sur chaque projet, éventuellement de développer quelque chose de très spécifique à la situation spécifique de ce projet. Je veux y croire, j'y crois encore. Donc quand tu fais ça, tu peux pas trop produire parce que tu dois rester très impliqué dans ce que tu fais. Évidemment. Donc, mais ceci dit, maintenant avec recul, parce qu'on a parlé 4 août et post-4 août. Oui. Alors il est clair qu'à mes débuts, quand mon atelier était beaucoup plus petit, mes équipes étaient plus petites, j'avais moins de travail, j'étais beaucoup plus présent et impliqué et peut-être plus exigeant dans ce que je produisais. Hein. Forcément, je prenais un projet et je ne le lâchais pas avant de l'avoir vraiment totalement maîtrisé et livré, avant de passer à autre chose. Vu que les commandes n'étaient pas, il n'y en avait pas trop, j'arrivais à travailler à mon propre rythme. Je disais souvent que l'architecture, c'est comme l'amour. C'est très difficile d'être lié avec 20 personnes et de pouvoir satisfaire les 20 personnes. Ça ne marche pas, d'accord? Donc vous êtes contre la polygamie, vous êtes contre la polygamie en architecture. Je suis contre l'hyperpolygamie, on va dire comme ça. Donc je crois que c'est pas possible, tu ne peux pas être engagé sur tellement de fronts en même temps, ou du moins, je n'en suis pas capable. Donc, ceci dit, avec recul, je me rends compte qu'il y a une période où on avait trop de travail. Ouais. Donc, il y a des choses où, même si j'ai fait de mon mieux, je crois qu'à un moment, qui trop embrasse mal étreint. J'avais peut-être un peu trop dans mon... Est-ce qu'à un moment, vous regardez un de vos projets et vous dites, je pouvais faire J'aurais autrement? pu, si j'avais plus de temps. Si j'avais plus de temps, Ouais. si je m'étais plus donné, je regarde certaines choses et je me dis, je crois que là, j'ai lâché le morceau peut-être un peu trop vite. Vous regrettez? Oui, un peu.